C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la débâcle électorale des islamistes au Maroc, au pouvoir depuis une décennie. Le PJD n'a obtenu que 12 sièges à l'Assemblée. Ce sont des partis libéraux proches de la monarchie qui l'ont emporté sans majorité claire. Nous aborderons ces élections et le contexte régional avec notre invité Abdelmalek Alaoui, politologue et essayiste. La réaction des Guinéens 5 jours après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. Nos envoyés spéciaux sont allés à leur rencontre. Beaucoup se disent soulagés de tourner une page. Certains sont tout de même inquiets pour l'avenir. Reportage à suivre. L'Afrique du Sud se bat pour obtenir des vaccins contre le Covid-19. Le pays fabrique pourtant le sérum sur son sol, mais la quasi-totalité des doses partent dans les pays riches. Des ONG dénoncent un apartheid vaccinal. Reportage sur le terrain de nos correspondants à la fin de ce journal. Le PJD, le parti de la justice et du développement, s'est effondré. Cette formation politique islamiste au pouvoir au Maroc depuis 10 ans a perdu 113 sièges lors de ses dernières élections générales, passant de 125 à 12 sièges à l'Assemblée. Ce sont des partis plutôt libéraux, proches de la monarchie, et qui ont percé sans qu'il y ait de majorité claire. Les précisions de Julien Cheïda. C'est ce qui s'appelle une claque électorale. Le PJD, le parti au pouvoir depuis 10 ans au Maroc, a presque tout perdu lors des législatives. Les islamistes ne conservent que 12 sièges sur les 125 qu'ils avaient auparavant, très loin derrière leurs rivaux d'inspiration libérale. Le Rassemblement national des indépendants semble tenir la corde pour être la première formation politique du pays. Son leader, Aziz Aranouch, est un riche homme d'affaires proche du palais royal. هذه النسبة تؤكد أن المغاربة اليوم عبروا من خلال صناديق الاقتراع على نيتهم في التغيير لأنهم ينتظرون التغيير يتوقون البديل وربما أعتقد أن البديل اليوم هو تجمع الوطن الأحرار من خلال البرنامج والعرض السياسي اللي قدم المغاربة واللي الحمد لله لقى تجاوب كبير واللي لمسناه في الحملة الانتخابية من خلال ذاك التعاطف الكبير. Un peu plus tôt dans la journée, les islamistes avaient fait état de graves irrégularités lors du scrutin. Désormais, le roi doit nommer un Premier ministre issu du parti arrivé en tête. Les décisions régaliennes restent toutefois la prérogative du souverain. Le taux de participation, lui, est en hausse, 50,35% au niveau national, soit 7 points de plus qu'en 2016. Et pour en parler, notre invité Abdelmalek Alaoui, politologue et essayiste et auteur du livre Le temps du Maroc, un livre donc à lire sur le Maroc, sur le développement et la situation politique aussi dans le pays. Merci beaucoup d'être avec nous. On a envie d'abord de vous poser cette question pour commenter ces élections. Pourquoi, comment vous expliquez cette débâcle des islamistes au Maroc? Est-ce que l'islam politique au Maroc n'a plus sa place ou n'a jamais eu sa place d'ailleurs? Bonsoir Mariam Amlal. Je pense que l'expérience de l'islam politique, en tout cas au Maroc, qui a démarré à 10 ans à la suite des printemps arabes, est arrivée aujourd'hui à son terme et de manière très emblématique est arrivée à son terme par les urnes et pas par les armes. Et c'est là une singularité du modèle marocain, c'est que on a eu notre moment d'islam politique. C'était un petit peu comme en France, le moment Michel Rocard. C'est-à-dire c'était leur tour. Ils n'avaient jamais participé à un gouvernement. Ils ont eu l'expérience du pouvoir. Ils se sont normalisés au contact de ce pouvoir. Et maintenant, ils le quittent par la petite porte. Alors, comment vous voyez la suite des événements au Maroc avec ce parti qui est donc écarté, des petits partis libéraux qui finalement percent et qui sont des partis proches d'ailleurs de la monarchie, qui arrivent à obtenir des sièges, mais il n'y a pas vraiment de majorité. Est-ce que ça va créer une instabilité politique ou est-ce qu'une coalition va se former et que les choses vont suivre leur cours? Alors, ce n'est pas un fait nouveau au Maroc. Au Maroc, il y a un émiettement du vote au sein du Parlement. Il y a eu des périodes où il y avait 16 partis qui étaient représentés au Parlement. Il n'y a jamais eu de polarisation. Mais bien au contraire, cette fois, on assiste à une vraie clarification du champ politique, puisque les deux premiers partis arrivés en tête sont des partis, comme vous l'avez dit, d'inspiration très libérale, dont l'idéologie est radicalement opposée à celle du PJD. Le parti Authenticité et Modernité avait déjà proposé la légalisation du cannabis en 2008. Le RNI a des orientations extrêmement libérales. Et le parti le plus conservateur, disons, du trio de tête, c'est le parti d'Istiklal, qui, lui, fait office d'agent modérateur. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, il y a un choix des Marocains qui a été fait de se tourner vers cette alternative plus libérale. Et je pense que ça en dit beaucoup sur les aspirations
populaire des Marocains, peut-être qu'il n'y a jamais eu de véritable adhésion à cet islamo-conservatisme du PJD, mais beaucoup plus un vote de défiance à l'endroit des autres formations politiques. Et les deux formations qui sont arrivées en tête sont des formations, et c'est un fait assez inédit, qui se sont reconstruites au cours des 4 ou 5 dernières années. Elles ont toutes les deux un nouveau chef, un nouvel appareil, donc elles ont travaillé, elles ont labouré le terrain pour essayer de devenir premières dans les urnes. Qu'est-ce qui a fait défaut au PJD? Qu'est-ce que le PJD n'a pas fait pour satisfaire ses électeurs? Alors, le camp des libéraux fait souvent le procès en incompétence au PJD. C'est en partie vrai. Le PJD ne disposait pas de personnel politique qui était en capacité de pouvoir assumer les Marocains ministériels. Et d'ailleurs, les ministères les plus importants sur le plan économique, sur le plan du développement, n'étaient pas confiés aux caciques du PJD. Et puis, il y a eu cette usure du pouvoir, le déficit d'incarnation avec un chef, Saadine Lotmani, qui a occupé la 2e mandature du PJD, qui visiblement n'avait ni le charisme, ni l'envie de savoir porter cette équipe, pouvoir l'inspirer. Et puis la toute dernière séquence qui a montré la prééminence et la centralité du roi, puisque la séquence anti-Covid, c'est 500 jours de bataille contre le Covid, où le Maroc est aujourd'hui présenté comme un pays absolument exemplaire dans sa gestion du Covid, a été portée par le chef de l'État, par le roi du Maroc, qui fait consensus. Alors, ces élections se déroulent dans un contexte régional particulier, notamment avec la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. On assiste même à une espèce de bataille de leadership entre les deux pays, notamment avec l'Algérie qui tente ces dernières semaines de revenir en force sur la scène diplomatique. Quelle est aujourd'hui la place diplomatique du Maroc? Le Maroc a fait des pas, a évolué sur sa diplomatie depuis des années en multipliant les voyages notamment en Afrique, le rapprochement avec le continent africain, mais aussi au-delà, avec notamment la normalisation des relations avec Israël. Comment vous pouvez qualifier aujourd'hui la place du Maroc et sa diplomatie dans le monde? C'est une nouvelle forme de realpolitik conquérante du Maroc, mais le Maroc est surtout depuis 15 ans un acteur qui joue de manière presque décomplexée, qui a quasiment joué dans la catégorie au-dessus afin de pouvoir prétendre à jouer ce rôle moteur au sein de l'Afrique. C'est basé sur 3 paris. Le premier pari, c'est évidemment les partenariats sud-sud. Dès 2008, le roi Mohamed VI double la cadence des entreprises marocaines qui sont en Afrique. Le Maroc est le 2e investisseur privé en Afrique, premier en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est devenu un acteur très important sur le continent. Le deuxième élément, c'est il n'y a pas de dogme. Le Maroc a été absent de l'Organisation pour l'unité africaine parce que le Polisario était représenté, mais a décidé d'y revenir en 2017 et d'abandonner la politique de la chaise vide. Et puis, évidemment, il y a la fin de cette partition diplomatique, la plus contemporaine, la plus récente, la reconnaissance par l'Amérique de la marocanité du Sahara, qui est évidemment une victoire diplomatique très importante pour Rabat, et puis la reprise des relations diplomatiques avec Israël, tout en rappelant qu'il y a 700 000 juifs d'origine marocaine qui vivent en Israël, et donc le Maroc est singulier à cet égard. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup plus de temps à vous accorder. On pourrait parler pendant des heures de cette place diplomatique du Maroc, de la situation régionale. Merci en tout cas d'être venu nous répondre à nos questions. Abdelmalek Alaoui, politologue et essayiste, auteur du livre « Le temps du Maroc ». Merci beaucoup. La mission diplomatique de la CEDEAO en Guinée, elle arrivera ce vendredi à Conakry, une délégation venue s'entretenir avec le pouvoir militaire emmené par le colonel Doumbouya, le nouvel homme fort qui a renversé le président Alpha Condé dimanche. La CEDEAO qui a condamné le coup d'État a annoncé hier la suspension de la Guinée de ses instances. Alors comment réagit la population? Une partie des Guinéens contre le 3e mandat d'Alpha Condé semble excédée. Il voulait tourner la page de la répression des violences contre les manifestations et de la crise politique. Que pense-t-il aujourd'hui de ce coup de force? Nos envoyés spéciaux Sarah Sako, Malik Diakité, James André et Ashraf Abid sont allés à leur rencontre. Reportage. Ousmane donne un cours de lecture dans une rue de Koronti, un quartier populaire du centre-ville. Ce chômeur aide les enfants de son quartier lorsque l'école est fermée, ce qui est fréquent, même en dehors des vacances scolaires. Ça fait 11 ans, ça ne va pas du tout parce que les enfants n'étudient pas normalement. Chaque fois, il y a des grèves, chaque fois, il y a des grèves. Le colonel, ce qu'il a fait pour la Guinée, on est hyper content. Il y a beaucoup de divisions. Moi, je veux le président qui peut faire unir les Guinéens, parce que tous les Guinéens sont des mêmes sangs. En Guinée, plus de la moitié de la population vit avec moins d'$1 par jour. Le chômage est endémique. Foulé Matou subsiste grâce à sa petite boutique.
Bon, on a fini d'étudier, mais on n'a pas d'emploi, tu vois. Seulement, c'est là-bas que je me débrouille. Le coup d'État, ça a été très bien passé. Oui, ça a été très bien passé. Monsieur Doumbouya, c'est un homme fort. C'est un homme fort. Tout le monde n'applaudit pas l'arrivée des militaires au pouvoir. Sékou, 24 ans, est sympathisant du RPG, le parti du président déchu, Alpha Condé. Ce manœuvre fait aussi mototaxi pour arrondir ses fins de mois. Moi j'ai peur. J'ai peur du pouvoir des militaires. Si eux ne vont pas le pouvoir, c'est pas bon pour les Guinéens. Pourquoi ils vont prendre le président sans pauvre? Ici, à Koronti, l'immense majorité des habitants salue le coup d'État de dimanche et espère que ce changement à la tête de la Guinée va enfin apporter une amélioration notable dans leur quotidien. Sur le continent, on ne parle pas beaucoup des anti-vaccins et pour cause, le choix de se vacciner ou de ne pas se vacciner ne se pose pas ou presque pas. Seuls 3% des Africains sont complètement vaccinés. En Afrique du Sud, des ONG se sont attaquées à des laboratoires pharmaceutiques et invoquent un apartheid vaccinal. Le pays qui fabrique des vaccins n'en a pas pour sa population et voit les doses partir dans les pays riches. Reportage de Caroline Dumais, Stéphane Kerstens, Sophie Lamotte et Nadine Théron. Ils sont venus nombreux se faire vacciner à Kailicha, dans la banlieue du Cap, soulagés de recevoir leur première dose. Ils savent qu'en Europe, on est déjà vacciné depuis plusieurs mois. We've been waiting for this because it's not from here to South Africa. They have to get it somewhere else. De passage dans ce centre, la ministre provinciale de la Santé explique qu'il est difficile de constituer des stocks, que les doses sont vendues plus chères aux Africains qu'aux Européens. L'inégalité devant le vaccin a plusieurs causes. On a commencé tard, mais on aurait dû créer nos propres vaccins. En Afrique du Sud, on a des professeurs, on a des chercheurs. Le gouvernement a échoué parce qu'il n'a pas réussi à créer un environnement qui nous permette d'exploiter nos compétences. Et maintenant, bien sûr, on se heurte à la question de la propriété intellectuelle. Il faut libérer les brevets. On a été confrontés au même problème quand on s'est battu contre le sida. Les vaccins, c'est pareil. L'Afrique du Sud pourtant fabrique des vaccins. La société Aspen avait signé en février 2020 un contrat pour produire des doses de Johnson & Johnson. Elle devait réserver 31 millions de vaccins aux Sud-Africains. Mais à ce jour, seulement 13% de ce qui a été commandé a été livré. Le reste a été exporté. Ce sont des avocats comme Fatima qui ont fait pression pour que la société arrête ses exportations et alimente le marché local. S'il y a eu du retard dans les campagnes de vaccination des pays à faible et moyen revenu, c'est parce que certains marchés ont été favorisés. Le Royaume-Uni, l'Union européenne et les États-Unis. Ça a été dénoncé par l'OMS. Alors si les sociétés, en plus, refusent de partager leurs compétences ou leurs technologies, personne d'autre ne peut fabriquer ce vaccin et vous êtes à la merci du marché et des compagnies pharmaceutiques. En attendant la libéralisation des brevets, la ville du Cap accueillera le premier centre africain de transfert de technologie pour le vaccin à ARN messager. Mais il ne sera pas opérationnel avant 2022. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.